Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview des leaders de cœur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Alexandre Gérard. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors, qui est Alexandre? Je vais vous présenter Alexandre. Alexandre est un entrepreneur, créateur d'une dizaine d'entreprises, un des pionniers de l'entreprise libérée. C'est également un expert de la transformation collaborative des organisations. Et aujourd'hui, il expérimente des principes d'économie régénérative sur l'écodomaine de La Fontaine dont il va nous parler. Alors ce qui est très intéressant, Alexandre, c'est que tu as un parcours qui est très, très riche et ce que je te propose, c'est, de nous partager, de nous révéler un petit peu les étapes qui t'ont amené aujourd'hui à gérer cet écosystème tout en passant par tout ce que tu as créé entre-temps. Ok, avec plaisir. Peut-être je pourrais segmenter tout ça en trois grandes étapes. La première, c'est mon besoin farouche, mon envie farouche d'être entrepreneur dès que je suis gamin. Je suis originaire de la Mayenne, un département assez agricole. J'ai grandi à Laval et à 14 ans, je savais que je serais chef d'entreprise. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais je savais ça. Et je passais mon temps à la chambre de commerce de Laval en achetant tous les bouquins possibles et imaginables pour savoir comment il fallait créer sa boîte. Ce qui est un petit peu étonnant, et je ne sais pas dire pourquoi, parce que dans ma famille, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, mais c'était en moi. Voilà. Et donc, après des études un petit peu, j'ai été poursuivi par mes études plus que le contraire. Et au bout d'un certain temps, je suis arrivé à Nantes pour faire mes études. J'ai fait une école de commerce et tout de suite après mon service militaire, en fait, eh bien, je me suis lancé. Je ne me suis pas lancé où j'avais imaginé me lancer. D'ailleurs, hein, je voulais bosser dans la communication événementielle. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça, puisque le hasard de la vie s'est chargé de m'ouvrir un autre chemin. J'étais en contact avec des dirigeants d'entreprise qui m'ont demandé de travailler sur un business case. Voilà, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette idée. Et l'idée, c'était de développer un concept de service qui n'existait pas en France, qui est un concept un peu barbare puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, toutes les machines qui ont besoin de puissance sont équipées en fait avec de l'hydraulique, alors que ce soit les chariots élévateurs, les engins agricoles, les engins de travaux publics par exemple, ou les nacelles. Et eh bien, il y a les flexibles hydrauliques qui sont des organes de liaison sur la machine. Et ça coupe, ça s'use, ça s'arrache parfois. Eh bien, l'idée, c'était de développer une flotte d'intervention sur toute la France qui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et dans l'urgence, puisse faire des dépannages. Voilà. Donc, j'ai développé les quelques éléments clés de tout ça et ils m'ont demandé OK, de… et je peux te poser une question? C'est en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as suivi cette voie-là, qui en soi, tu connaissais enfin, c'était pas un domaine que tu aurais pu imaginer? C'est une opportunité qui est assez originale et qu'est-ce qui t'a aidé à prendre la décision de te dire: «Oui, c'est là qu'il faut que j'aille», Alors en fait, pour rentrer un peu dans le détail, donc moi, j'avais travaillé pendant toute mon année de service militaire à la création d'une société dans la communication événementielle. Et comme je n'avais pas un fifrelin de francs dans les poches, eh bien, il fallait que je travaille dans une entreprise pour pouvoir gagner mes 50 000 francs à l'époque et mmh. monter mon URL. J'avais d'ailleurs trouvé une société qui n'était pas exactement sur le même type de com, mais pas trop loin, sur lequel je pouvais apprendre des choses et qui m'a embauché au mois de novembre. Et dans l'entretemps, je me retrouvais avec 3 mois sans rien à faire. Et donc, 3 personnes que je connaissais à l'époque m'ont dit, mais on aimerait pendant ce temps-là que tu puisses travailler sur une société qu'on aimerait créer. Donc, je leur fais cette présentation 3 jours avant de commencer dans mon autre boîte au mois de novembre. Et à partir de ce moment-là, ils me disent, bah, écoute, donc je résume, hein, c'était, si on veut que ça fonctionne, il faut au moins 100 véhicules sur la France, il faut un numéro de téléphone qui fonctionne 7/7, 24/24, il faut être capable d'arriver dans l'heure et de dépanner dans l'heure. Voilà, c'est à peu près ça que je leur présente. Et ils me disent, ça nous plaît et on aimerait que tu t'en occupes. Et là, pour moi, c'est la tuile parce que, je ne voulais pas travailler dans les travaux publics. J'en connaissais quelques tenants et aboutissants pour avoir fait quelques stages dedans.
Et je m'étais dit, à l'époque, hein, on est il y a 30 ans, c'était l'assurance pour moi à 40 ans d'être un peu alcoolo et bedonnant. Voilà, bon, là, j'ai coché la case. Je voulais travailler dans la com et pas dans les travaux publics. Et puis la troisième chose, j'ai un besoin de liberté assez important. Et un des trois interlocuteurs était potentiellement, allait peut-être potentiellement devenir mon beau-père. Et ça, pour mes besoins de liberté, ça c'était un vrai sujet. Bon. Et puis finalement, la nuit portait conseil. Le lendemain, j'ai dit oui. Et ça a été une très, très belle aventure entrepreneuriale puisque j'ai commencé dans un bungalow de chantier où il n'y avait rien. Le premier jour, j'étais au supermarché du coin pour acheter un seau, un peu d'Ajax, une serpillière, une table, une chaise et un téléphone. Et l'aventure a commencé comme ça. Et je suis passé de 0 à 300 personnes assez rapidement. Et l'entreprise est née dans mes mains. Et j'ai eu des super actionnaires, les trois fondateurs, les trois cofondateurs avec moi. Et ils ont été de super. À la fois, ils ont préservé ma liberté, ce dont j'avais besoin absolument, et ils ont été un très très bon soutien. Voilà. Et petit à petit, sur toute cette période, j'ai repris l'entreprise capitalistiquement. Enfin, je l'ai toujours dirigée, mais je l'ai repris capitalistiquement. Voilà. Et cette entreprise, enfin, le groupe, puisque j'ai créé quelques autres sociétés autour, faisait 450 personnes l'année dernière. Voilà, et je l'ai adossé à un groupe français qui s'appelle Monoyeur, voilà, l'année dernière. OK. Alors, ce qui est très intéressant, parce que en fait, tu étais parti sur la communication, mais finalement, chez Chronoflex, tu as aussi exprimé cette part de créativité dans la communication qui est très originale. J'invite d'ailleurs les personnes qui regardent cette interview de taper sur internet Chronoflex, calendrier de l'Avent ou ou calendrier de l'année, pas de l'Avent, calendrier de l'année. Ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas, ça. On avait dit qu'on en parlait pas. Bon, c'était tabou. Je suis désolée. Vous n'avez pas entendu. C'est vrai que voilà, j'ai mes besoins de faire des choses un petit peu décalées en com, j'ai pu les exprimer là-dessus. Euh, Chez Chronoflex, mais aussi dans une agence de com qui s'appelle Fruiz, que j'ai montée, qui a une super équipe de complètement déjantée et en même temps très professionnelle. Donc, on a fait des trucs vraiment assez incroyables. Et notamment, ce que tu mentionnes, notamment, c'est la réalisation d'un calendrier. Alors, on est il y a 20 ans, hein, d'un calendrier de nu, à la fois avec les employés femmes et hommes, mais aussi avec les fournisseurs femmes et hommes, aussi avec les clients femmes et hommes. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en France. Voilà. Donc on a fait ça 10 ans et pendant 10 ans, ça a été un truc de dingue, quoi. Et en fait, juste pour les personnes qui nous écoutent, en fait, les flexibles hydrauliques, c'est pas très sexy, en fait. Et vous avez réussi, en fait, à rendre drôle et un peu sexy des choses qui sont des bouts de tuyaux. Enfin, pour nous, tu vois, qui connaissons rien, j'ai trouvé ça génial. C'était super. C'était un bon moment. Voilà. Il y en a eu d'autres, mais celui-là était vraiment chouette. Et du coup, c'est Chronoflex qui t'a amené à l'entreprise libérée? Quel a été le... Alors ça, c'était le premier temps, hein, je l'évoquais. Le deuxième grand temps, alors peut-être juste avant de l'ouvrir, comment ça se passait en 2008, on va dire, juste avant le basculement. En 2008, j'avais déjà créé une dizaine de boîtes, 10 boîtes en fait, et mon emploi du temps, c'était assez conventionnel d'un patron de boîte qui pense qu'il sait tout et qui pense que c'est la meilleure personne pour prendre toutes les décisions. Et donc, à quoi ça se résumait? Eh bien, mon lundi, c'était, comme il y avait 10 boîtes, mais, la première équipe arrivait à 8h30 et là, on regardait les chiffres. Je prenais les décisions et demandais les exécutions. Et donc, 10h30 de la deuxième équipe, 11h30 de la troisième équipe, etc., etc., etc. J'avais 10 heures de codir tous les lundis. Et pour tout dire, j'adorais ça. Ça a révélé en moi un sentiment de puissance, ou en tout cas, j'avais l'impression, en tout cas, que ça s'en était. J'avais l'impression de réussir dans la vie en faisant ça. Bref, tous les clichés parfaits. Mhm. J'ai empilé tous les clichés parfaits à ce moment-là. Et en 2009, on va connaître une année terrible, puisque donc la boîte a fait, ça a fait 100% de croissance tous les ans pendant 4 ou 5 ans. Donc, on a doublé la taille de l'entreprise. Il faut se rendre compte de ce que c'est, hein. Alors, quand on est 3 ou 4, ça se gère à peu près. Quand on passe de 70 personnes à 140, ça fait des choses qui sont un peu plus touchy à gérer.
Et ça a été absolument magnifique. Puis après, on faisait 30% de croissance par an. Et en 2009, bah, au lieu de faire 30, plus 30, on a fait moins 34. Ça a été d'une violence absolue. Et voilà, le choc de la crise nous a vraiment balayés. On a des clients qui ont pris peur beaucoup et qui se sont contractés beaucoup. Et ça a été très, très violent. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu se réinventer. Donc, pourquoi? Parce que le traumatisme était fort, hein, en interne. Le traumatisme personnel aussi était Ouais. important. J'avais plus envie de virer des gens que j'avais pas envie de virer. Voilà. Et on a été obligé de virer beaucoup de monde pour que la boîte survive. Et, et en même temps, ça a été un moment formidable de remise en question. Et ce jour-là, enfin, à ce moment-là, je vais croiser le chemin d'une personne qui va m'inspirer beaucoup, qui s'appelle Jean-François Zobrist. Jean-François Zobrist, c'est le pionnier dans les années 80 des organisations différentes qui fonctionnent autour de l'humain, que certains appellent maintenant les entreprises libérées, que moi je préfère appeler les organisations collaboratives. Et Jean-François, je vais croiser son chemin et ça va me percuter. Ça va me permettre de changer de lunettes sur la vie, en fait, et de regarder les choses différemment. Ça va être un apprentissage long. Ça fait plus de 12 ans aujourd'hui qu'on fonctionne sur des principes collaboratifs et l'idée, c'est d'être capable de revisiter son rapport au pouvoir, de travailler son lâcher-prise pour essayer de mettre en place une équation différente. Alors, si je voulais la résumer, cette équation, euh, si dans une organisation conventionnelle, le dirigeant prend des décisions dans un objectif d'obtenir du résultat et de créer, du déploiement, hein, ou de l'exécution, eh bien, dans une organisation collaborative, c'est assez différent. C'est-à-dire que l'équipe de direction va favoriser au maximum de ses possibilités l'épanouissement des équipiers dans la boîte. Si les gens sont plus épanouis, la conséquence, c'est qu'ils vont plus s'engager. S'ils s'engagent plus, la conséquence, c'est que la boîte est plus agile. Et si la boîte est plus agile, elle sera plus performante. Et il faut donc voir la performance de l'organisation comme une conséquence et non pas comme un objectif. Ça, c'est très difficile pour un dirigeant de faire ce switch, hein. La performance de l'organisation est une conséquence et plus un objectif. C'est l'épanouissement des gens qui devient l'objectif. OK, et en fait, quelqu'un qui est bien dans son boulot, du coup, a accès à beaucoup plus d'énergie, à beaucoup plus de créativité. Il Quelqu'un qui s'engage est plus. Il ouais, s'engage plus. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va s'engager, mais ça veut dire que en moyenne, l'organisation, les membres de l'organisation vont s'engager plus. Et ça va transcender l'organisation. Et on voit bien que dans un monde, on peut poser la question à tous les auditeurs qui sont là, c'est que dans le monde actuel, qui aurait pu imaginer que des Américains prennent d'assaut le Congrès? Qui aurait pu imaginer les rues de Paris vides pendant des semaines? Pour ceux qui étaient à Paris, c'était absolument incroyable. Avec le Covid, qui aurait pu imaginer le Brexit? Qui aurait pu imaginer un seul gars disrupte deux industries poids lourds mondiales que sont l'aérospatiale et l'automobile avec Musk? Bref, on pourrait enfiler les perles comme ça pendant un moment. Et tout ça, c'était impossible d'imaginer. Et on atteint une concentration de phénomènes chaotiques sans précédent, hein. Qui aurait pu imaginer que la guerre en Ukraine génère un choc énergétique comme celui qu'on vit actuellement. Bref, donc tout ça fait que dans un monde qui devient VUCA, hein, certains d'entre vous connaissent cette expression, VUCA c'est volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu, hein. C'est un acronyme qui a été imaginé par un colonel de l'armée américaine pour décrire le champ de bataille il y a quelques années. Et on est de plus en plus nombreux à dire que c'est le monde entier qui est devenu VUCA. Et dans un monde VUCA, en fait, c'est quoi la première caractéristique, la première qualité que doit avoir une organisation? Évidemment, c'est l'agilité. Et donc, une organisation collaborative est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agile qu'une organisation centralisée, évidemment. Donc, ma conviction profonde, c'est que le chemin des organisations collaboratives est un des chemins qu'il va falloir emprunter pour être capable d'encaisser le moins mal possible les chocs systémiques que nous allons vivre. ouais, effectivement, en fait, on pourrait parler de résilience, en fait. Résilience à la fois de l'humain et résilience de l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, pour pouvoir en fait, il n'y a pas d'évolution sans chaos. Donc là, on est en train de vivre une crise sans précédent, un chaos
Mais on est aussi en train de passer dans quelque chose de complètement nouveau. Et quand on est dans le chaos, il y a 2 choses. Il faut effectivement, comme tu le dis très justement, être souple. Après, dis-moi si tu es d'accord. Être souple, être résilient et être disruptif. Alors, voilà, pour moi tout ce que tu poses là, en fait, c'est les caractéristiques d'une organisation collaborative. Voilà, pour moi, c'est tout simplement ça. Mmh. Donc ça a été le deuxième temps de ma vie. Ça a été le changement de lunettes sur le monde. Découvrir des principes comme l'effet Pygmalion, l'effet Golem, découvert les principes du X et du Y dans les organisations. Voilà, aller à la rencontre de tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, euh, je consacre beaucoup de mon temps à partager, alors que ce soit dans des vidéos, dans des bouquins ou dans de l'accompagnement, des boîtes, alors souvent des grosses boîtes, hein, qui comprennent que si jamais elles ne changent pas, ça va devenir très compliqué. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que j'ai eu la chance d'aider avec une équipe géniale qui est celle d'Innovation Experience. J'ai eu la chance de pouvoir, on a eu la chance de pouvoir accompagner une soixantaine d'organisations aujourd'hui. Et ce qui est absolument dingue, c'est l'épanouissement des gens vient assez vite. Et derrière, la conséquence, c'est la performance de la boîte qui s'envole. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Et en fait, quel conseil tu pourrais donner justement aux entrepreneurs ou aux dirigeants, tu vois, qui nous écoutent? Je pense que quand tu commences, quand tu es habitué à un schéma de fonctionnement classique, tu disais tout à l'heure, ça demande de lâcher prise. Mais en même temps, tu lâches pas prise parce que tu as besoin de contrôler, parce que tu as peur, en fait. Tu as peur que ton entreprise, elle capote si tu contrôles plus tout. Et donc, comment d'ailleurs, toi, tu t'es drivé à ce moment-là, intérieurement, pour arriver à lâcher et à te dire: en fait, je crois dans la puissance des personnes qui sont dans mon entreprise pour aller rechercher des ressources qui vont être serviables pour nous tous. Alors, peut-être avant de dire comment on peut faire les choses, on peut dire qu'est-ce qui ne marche pas. Mmh mh. Et il y a des choses qui sont assez évidentes, contre-intuitives souvent, mais qui sont assez évidentes. La première chose, c'est quand le dirigeant qui engage ce type de transformation n'est pas ancré, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que si le dirigeant veut faire basculer son entreprise sur des principes collaboratifs alors que, eh bien, il n'a pas un alignement, il est pas congruent, Tu alors parles d'alignement interne là? je parle d'un D'acc alignement on est intérieur. d'accord. C'est un travail intérieur. On n'est pas C'est dans un de la travail stratégie très, très extérieure. fort intérieur. Mmh, mmh mh. Eh bien, dès qu'il va y avoir les premières tempêtes, il va revenir en arrière. Et là, la conséquence de ça, c'est dramatique parce que ça va faire beaucoup de casse humaine. Donc, la première chose, c'est le manque d'alignement du dirigeant. Le deuxième élément, c'est l'effet d'annonce. Très souvent, le dirigeant qui est excité par l'idée de ce type de transformation ne peut résister à l'idée de rassembler toutes ses équipes et d'annoncer le grand soir en disant on va faire un truc génial, ça s'appelle l'entreprise libérée, vous allez voir, youplaboum, tabala, tabala. C'est contre-intuitif, mais ça va faire tout le contraire. Ça va créer énormément de résistance dans l'organisation. Et de la Et pression d'ailleurs, aussi. Mmh. il y a une phrase qui résume tout ça, c'est une phrase qui a été citée par Richard Terling, l'ancien patron d'Harley Davidson, qui a fonctionné sur des principes collaboratifs à partir de 1983, c'est plus le cas aujourd'hui. Et Terling disait, ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et on comprend derrière cette phrase eh bien, tout le mécanisme de résistance qui se met en place. Si tu annonces le changement, les gens vont comprendre ça en disant ça y est, il va falloir encore que je fasse une énième transformation. Et là, tout de suite, ils vont se désengager ou créer de la résistance. Et puis pour les quelques, peut-être 10, 20, 30% de gens qui pourraient avoir envie d'aller sur ce type de chemin, comme tu ne vas pas délivrer grand-chose eh bien, dans les 6 premiers mois ou les 12 premiers mois, les gens ils vont venir te voir en te disant bullshit, tu m'as vendu du rêve, tu n'as rien délivré, c'est zéro ton truc là. Donc, voilà. Donc, le deuxième point, hein, donc manque d'ancrage du dirigeant, le deuxième point, c'est l'effet d'annonce. Ça plombe tout. Le troisième, et ça c'est l'apanage des grands groupes, c'est les équipes de change. Très souvent, le dirigeant, quand il veut changer sa boîte, il va mettre 10, 20, 30 gars au change en disant, vous allez voir, avec ça, je vais vous donner des moyens pour changer la boîte. Et ça, en fait, ça ne marche pas non plus parce que le dirigeant n'a pas compris qu'il ne pouvait pas déléguer ce type de transformation. Et tout le monde connaît cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ou de cette phrase de Jacques Chaise, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Eh bien, quand je mets en place des équipes de change, très souvent, je pense que je peux m'exonérer de la transformation personnelle qu'il est indispensable de faire dans ce genre de transformation. Ouais, je te rejoins à 100. Moi, je travaille pas dans des grands groupes, mais dans des TPE, PME et c'est exactement la même chose. La première personne à driver, c'est le dirigeant. Si lui expérimente à l'intérieur de lui ce que ses équipes vont vivre,
c'est un réel soutien. Sinon, je te rejoins complètement, complètement. Et Ça ça te se traduit rappelle. aussi par une petite phrase qu'on aime bien qui est dire, faire rire, faire fait taire. Mmh. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième, je vais être un peu dur là, c'est que qu'est-ce qui fait que les transformations plantent? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 90% des transformations dans nos estimatifs qui se plantent. C'est quand même terrible. 90% des dirigeants qui veulent engager ce type de transformation se plantent aujourd'hui. Et le quatrième point, c'est souvent parce qu'ils se font accompagner par des gens qui n'ont jamais vécu de transformation. La métaphore est assez simple. Je peux te parler de l'Himalaya pendant des heures. Je peux avoir lu tous les bouquins possibles sur l'Himalaya, mais j'y ai jamais mis les pieds. Et je te dis, bah, allez, viens, je vais t'emmener là-haut. Bah, il n'y a pas beaucoup de chances que ça se passe bien. Voilà. Ah, Bah, beaucoup ouais. de gens accompagnent les transformations en ayant découvert ça dans les livres. Et ça ne fonctionne pas. En fait, c'est la différence entre un coach et un mentor. Le coach, il va t'amener à des, tu vois, à des réflexions et dans un processus, mais lui, il connaît pas le chemin. Le mentor, il a une expérience de vie et il a transformé des choses qu'il a intégrées au niveau cellulaire, donc même au niveau énergétique, il est guérison pour toi. Donc si tu travailles, par exemple, un dirigeant qui travaille avec toi, toi, tu connais tout le process par lequel il va passer, même au niveau émotionnel, au niveau intérieur, puisque tu es passé par ce process. Du coup, même énergétiquement et vibratoirement, tu vas être guérison pour lui et du coup, le processus va être beaucoup plus rapide et surtout, efficace. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le quatrième point. Et puis, le dernier point, c'est que très souvent, les dirigeants qui veulent changer leur boîte, eh bien, changent leur boîte au premier sens. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de changer l'organisation. Or, si tu t'attaques à l'organisation, ça ne fonctionne pas. On va faire une métaphore assez simple. Imagine que tu sois dirigeant d'un centre pénitentiaire. D'accord? Mmh. Sauf que les gens sont dans les cellules, les managers sont des matons. C'est une mauvaise métaphore, mais imagine que les murs ne sont pas faits avec du, du béton armé, mais avec de la culture de la boîte. D'accord? Imagine que c'est la culture de la boîte qui enferme les gens dans des processus, des principes, etc., etc. Eh bien, si depuis 20 ans, c'est toi qui ouvres les portes à traduire, c'est toi qui prends une décision pour les gens avec qui tu travailles, et si du jour au lendemain, tu dis, bon, allez, on ouvre toutes les portes et puis vous sortez quand vous voulez, sous-entendu, vous prenez toutes les initiatives que vous voulez alors que vous n'en avez jamais pris et que vous n'avez jamais eu le droit d'en prendre avant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sortent des cellules? Est-ce qu'ils prennent de l'initiative? Évidemment non. Évidemment non, parce qu'ils vont dire derrière ça, il y a un piège. Et Mmh. donc, ce qui fait que les gens n'y vont pas. Donc, la difficulté, dernier point, c'est que les dirigeants vont changer l'organisation. Alors, ce n'est pas un problème de changement d'organisation, c'est avant tout un problème culturel. Voilà. Et donc, une fois qu'on a vu ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui fonctionne? Et c'est ça, ce chemin-là qu'on partage avec l'équipe d'Innovation Experience. Eh bien, on va aider la boîte. On va travailler en 3 étapes. La première, c'est qu'on va aider l'équipe dirigeante à travailler sur elle, revisiter son lien collectif, travailler sur tous ses processus inconscients, revisiter son rapport au pouvoir, travailler son lâcher-prise. Voilà. Donc, on a une grosse dimension ici pour que l'équipe de direction ouvre le chemin. Quel type d'outils tu utilises, pour aider à toutes ces transformations? Alors, beaucoup d'outils de coaching, toute l'équipe est formée au coaching et on a des triples compétences en coaching, des compétences en individuel, en collectif et en coaching d'organisation, puisque notre spécialité, c'est l'intervention sous format de coaching d'organisation. Voilà. OK. Donc, on va travailler avec l'équipe de dirigeants au niveau individuel et collectif. Deux, on va travailler sur la culture de l'entreprise, alors que je pourrais schématiser en disant on va augmenter le niveau de confiance dans l'organisation. Voilà, ça c'est une petite phrase pour résumer tout. Ça prend beaucoup de temps, on parle en mois ou en années. Et Ouais, une c'est du fois, fitness neuro-émotionnel un peu, c'est un muscle à remuscler. si tu veux, si tu veux. Et donc en fait, on va permettre à chacun des équipes dans la boîte de reprendre confiance en lui et dans sa boîte. Et une fois qu'on aura atteint un certain nombre de choses, d'éléments extrêmement objectifs, eh bien, à ce moment-là, on engage la troisième phase qui est la transformation organisationnelle. Voilà. Mais si on n'a pas bien fait une des deux premières, si on n'a pas fait intégralement une des deux premières, la troisième n'arrivera jamais. Ouais, en fait, c'est un genre, c'est le même alignement que pour le dirigeant. Là, c'est l'alignement de l'entreprise, avant de transformer la structure, Exactement. C'est concrètement. qu'avant de monter sur la montagne, mais tu te prépares.
c'est et ça. tu te prépares, mais c'est culturel. Voilà. Et ça, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment, je pense, c'est ton message fort, mais que je cautionne à 4000%. C'est, en fait, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, enfin, soyez alignés à l'intérieur, en fait, que la structure, elle soit solide. Parce que à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans la performance sans effort. Fluidité, dans la fluidité. Quand on Ouais, n'est pas prêt, c'est ouais, dur, c'est poussif, c'est lourd. exactement. Être aligné et avoir une intention Ouais, très, très puissante. Voilà. donner du sens à Donc voilà, donc ça c'est, je dirais aujourd'hui, la deuxième grande étape de ma vie, hein. Je vous ai dit, le fait de vouloir être entrepreneur, et finalement, le vortex de la vie fait que ça nous ouvre ce chemin. Le deuxième, c'est la vie qui se charge ou s'est chargée de m'expliquer qu'il y avait d'autres façons de faire qu'un bon système bien pyramidal. Et le collaboratif est d'une puissance absolument incroyable, hein. Jamais les performances de l'organisation n'ont été aussi importantes que depuis qu'on a basculé. Et pour te dire que l'année Covid a été la meilleure année depuis la création de la boîte, malgré des difficultés qui ont été importantes dans le métier. Voilà, donc tout ça, ça fait que la courbe de performance n'a cessé d'augmenter. Et puis, la troisième étape, entre guillemets, de cette vie professionnelle, qui touche bien sûr aussi le particulier, hein, quand on fait une transformation aussi profonde, eh bien, elle a un impact sur tous les niveaux, y compris personnel, évidemment. Euh, D'ailleurs, ce que j'aime à dire, c'est qu'on va sur ce type de transformation on va sur ce type de chemin pour transformer sa boîte, et en fait, c'est sa vie entière qu'on transforme. Voilà. Puis le dernier point, c'est que il y a 7 ans maintenant, 7 ans et demi, je crois, j'ai été percuté par un sujet qui m'avait complètement échappé. C'est le fait, un sujet majeur, c'est le fait de comprendre, en tout cas dans ma lecture, de comprendre que euh, le schéma sociétal actuel n'allait pas être durable très longtemps. Et ça s'est fait grâce à pas mal de rencontres et de lectures. Ça a commencé avec Pablo Servigne, c'était ensuite du Jean Covici, ça a été du Gaël Giraud, ça a été du Aurélien Barraud, ça a été du Arthur Keller. Bref, et j'ai découvert plein de gens qui se sont mis à avoir un regard, je pense, assez objectif sur ce qui se passe. Et pour le résumer très simplement, je dirais aujourd'hui que ma conviction profonde, c'est que euh, l'empreinte humaine est très largement supérieure à la biocapacité de la planète. Je savais comme tout le monde que le jour de la Terre, on avait épuisé nos ressources, avancé régulièrement, mais ça ne valait pas dire grand-chose pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Et là, je suis rentré profondément dans le sujet. Alors, il faut voir qu'il y a 7 ans, il n'y avait pas un seul média qui parlait du changement climatique, qui parlait des perturbations climatiques, qui parlait de l'acidification des océans, qui parlait de la montée des eaux, qui parlait de l'effondrement de la biodiversité, qui parlait de l'infertilité des sols. Aucun. Zéro. Les 9 limites planétaires, ce n'était pas du tout un sujet. Et au contraire, dès qu'on ouvrait le sujet, on était un complotiste. Ce qui est un mot que je trouve insupportable. Euh, c'est un mot que je trouve insupportable, en fait. C'est le mot que le mainstream a réussi à poser pour évacuer les débats d'idées. Voilà, je trouve ça absolument insupportable. Force est de constater quand même que la dégradation étant devenue préhensible par chacun de nos sens au quotidien, eh bien, on voit aujourd'hui que ça change fort et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, les conséquences, on les connaît tous. Si on divise par 6 très, très, très rapidement nos émissions carbone, eh bien, on va challenger fondamentalement la façon dont l'humanité euh, euh, existe. Hein. Si tu prends ce que dit l'ONU aujourd'hui, les situations sont devenues tellement préoccupantes qu'elles pourraient challenger l'existence de l'humanité. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est Ouais. pas l'association du quartier. Hein. D'accord. Et donc, face à tout ça, hein, j'aime résumer le sujet. Et si tu m'autorises, j'aime le résumer en Vas-y, vas-y. quelques points. Et après, je dirais ce que j'ai fait par Très rapport à ça. intéressant en fait ce que tu nous partages, donc vraiment.
Carte Alors, blanche. je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'aime m'appuyer sur 4 points pour résumer mon propos. Le premier, c'est un bouquin de Jared Diamond, hein, qui explique, lui, c'est un scientifique, et il a posé une grille d'analyse sur toutes les sociétés humaines qui se cassent la gueule, que ce soit les Aztèques, les Mayas, l'île de Pâques, les Romains, les Grecs, enfin bref, tous des trucs qui se sont arrêtés. Hein. La civilisation nord-romaine est un exemple assez incroyable. Eh bien, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas encore quelques Italiens ou quelques Romains, mais la civilisation telle qu'elle était, elle n'existe plus, clairement. Ouais, Hein. c'était une fin de civilisation. Ils ont vécu. Exactement. Mmh. Exactement. Et donc, il coche en disant, ben voilà, moi, ce que je repère, c'est qu'il y a des points communs. Et il dit, première chose, raréfaction d'une des ressources principales nécessaires au fonctionnement de la société. Premier point. Deuxième point, il dit une perturbation climatique majeure. Le troisième point, eh bien, c'est une tension avec les voisins, ça peut vouloir dire la guerre, la tension, qui fait que quatrième point, je n'accède plus aux ressources de mon voisin. Et le cinquième point, c'est la gestion de la crise par les dirigeants, qui se caractérise en 2 points. D'abord, la sous-réaction des dirigeants, puis la surréaction des dirigeants. Bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer beaucoup Ouais. de temps pour dialoguer sur tout ça. On coche absolument toutes les cases. Avec une différence majeure avec ce qui s'est passé dans le passé, c'est qu'avant, les, 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 les sociétés, entre guillemets, humaines, avant, étaient localisées. Et aujourd'hui, la différence, c'est que notre société humaine, elle est globalisée. Mmh, mmh. Ça veut dire que si jamais ça devait être challengé, c'est l'ensemble qui va être challengé. Donc ça, c'est le premier point depuis que j'aime bien. Alors, Jared Diamond, c'est n'est qu'un regard, hein, ce n'est pas la vérité, ce n'est qu'un regard. Mais je trouve que le regard est assez intéressant puisque effectivement, on arrive à cocher toutes les cases en ce moment. Et je suis personnellement terrifié par la surréaction de nos dirigeants. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec le SWIFT, la Russie et l'Ukraine à l'époque. Hein, la façon dont le matin, les dirigeants prennent la décision, les dirigeants européens, d'évacuer les Russes des SWIFT, et le soir, de refaire un communiqué de presse à 18 h en disant « Bon, ben, on le fait, mais pas pour le pétrole ni pour le gaz. » Ah oui, les dirigeants ont pris une décision sans aucune réflexion sur les conséquences. On peut imaginer que toutes les grandes banques européennes ont passé leur temps à appeler leurs dirigeants en disant « Si vous maintenez cette décision, c'est le système financier mondial qui s'arrête. » Voilà. Bon. Donc voilà, donc ça c'est la surréaction des dirigeants et elle me terrifie. Le deuxième point d'appui que j'aimerais prendre, c'est celui de Dimitri Orlov. C'est un russo-américain contemporain qui, lui, dit finalement, quand on arrive à des périodes où les sociétés s'effondrent, eh bien, il se passe quoi? Et lui, il dit, voilà, moi, il a mis une grille, pareil, il dit, moi, j'observe qu'il y a 5 stades. Le premier, c'est l'effondrement financier. Ça se traduit comment? L'État met les flics devant les banques pour éviter le bank run, si on va faire ça. Deuxièmement, c'est l'effondrement économique. Ça se traduit comment? Les flics sont mis devant les supermarchés pour réguler la bouffe. Le troisième niveau, c'est l'effondrement de l'État. Alors, il faut comprendre ça comme l'incapacité pour l'État d'assurer ses services régaliens. L'éducation, la police, la justice, la gestion des flux d'énergie, etc., etc., etc. Bon. Donc, dans ce cas-là, les flics, ils viennent devant les préfectures et voilà. Et puis ensuite, le quatrième point, pour lui, c'est l'effondrement sociétal, c'est-à-dire l'effondrement de ce qui fait que nous faisons société ensemble. C'est la façon dont nous organisons le lien social, si tu veux. Et puis, le quatrième point, c'est l'effondrement culturel, ce qui fait de nous que nous sommes des hommes et pas des animaux. Bon. Il rajoutera à la suite de son bouquin l'effondrement écologique, je le mets à part. Et je vais prendre 2 exemples pour illustrer son propos qui sont très intéressants. Le premier, je crois que c'est en 2001, quand l'Argentine s'effondre, on va assister à un effondrement financier. Les capitaux vont quitter le pays en 48 heures et le pays va rester comme ça sans son dirigeant souvent et sans capitaux. Donc on atteint le stade 1. Mais là, le gouvernement va prendre des décisions assez incroyables. Je vous en cite une ou deux. Par exemple, si on pouvait représenter plus de 8 mois d'existence, de souvenirs, hein. Si on pouvait dire j'étais plus de 8 mois dans cette boîte et qu'on pèse plus de 30% ou 15% de la masse salariale, 15% de la masse salariale, on pouvait revendiquer la propriété de l'outil industriel et faire redémarrer l'usine. Voilà. Donc ils ont fait les choses, ils ont adapté la société et c'est reparti en fait. Ça n'a pas effondré, ça n'a pas passé à l'effondrement économique, on a pu repartir. Deuxième exemple, en 89, quand l'URSS explose, on a l'effondrement financier, l'effondrement économique, l'effondrement de l'État, puisque l'URSS disparaît, mais la société russe est solide et ça repart de la société russe pour faire la grande Russie, comme on a autre chose. Voilà. Donc,
Donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ça ne va pas aller toujours jusqu'en bas. Moi, dans ma lecture, la prochaine grande, c'est plus une crise, quoi, hein, prochain grand collapse qu'on va vivre, ça sera un effondrement de stade 4. C'est-à-dire, je pense que les États-nations vont être très, très, très challengés. Je vais expliquer pourquoi après, si tu veux. Ouais, c'est intéressant. Et on va devoir réapprendre à faire société. Et je pense que ce sera l'échelon local, la petite ville, tu vois, la taille entre 2000 et 15 000 habitants le canton, si tu veux, qui va redevenir privilégié. On sait très bien que les grandes villes sont des très gros consommateurs énergétiques. On sait très bien que les grandes villes n'ont pas d'autonomie alimentaire. Hein, je crois que c'est 2% ou 3% d'autonomie alimentaire des 100 plus grandes villes de France, c'est-à-dire leur capacité à trouver dans un rayon de 30 km leur nourriture. Donc tout ça, ça ne fonctionnera pas. Et donc, je pense que c'est vraiment la localité. Et d'ailleurs, on voit le flux migratoire massif entre les villes et les campagnes. Ouais. C'est Depuis le ça qui confinement, ça a accéléré le processus. Exactement. Voilà. Mmh. Donc ça, je dirais, ça c'est mon deuxième point d'appui. Le troisième, c'est euh, quand est-ce que ça potentiellement ça peut se passer. Alors là encore, ce ne sont pas mes chiffres, hein, je ne suis pas suffisamment spécialiste là-dedans, mais quand tu croises des informations pour essayer de trouver des éléments objectifs, il y a une chose qui me paraît intéressant de regarder, intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais pertinent à regarder, c'est ce que disent la NASA, la Banque mondiale et le GIEC. Je crois qu'ils s'accordent à dire que en 2040, la ceinture équatoriale mondiale sera létale plus de 20 jours par an. Alors, traduction de ce truc-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai bien compris ce qu'ils disent, en 2040, c'est-à-dire dans 17 ans maintenant, Mmh. euh, la ceinture équatoriale, la ceinture des pays équatoriaux, alors elle est grande, hein, tous les pays sur lesquels il y a une humidité forte, on va dire, au niveau de l'équateur, donc le nord d'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, toute la traversée africaine, on va remettre l'Inde, un bout de l'Inde, on va rajouter l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, etc., etc. Tout ça, ça sera létal plus de 20 jours par an. Alors ça veut dire quoi, létal? Eh bien, ils ont fait une petite grille tout simple, hein, Gaël Giraud l'explique très bien, en disant que 35% de température avec 100% d'humidité, 35% de température avec 100% d'humidité, c'est létal en 6 heures. Ouais, donc là, il y a plus d'habitants, il y a plus de population, il y a plus de vie, en fait. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui va. Alors, si on dit 20 jours, ce n'est pas 20 jours du jour au lendemain. Ça va Ouais, être ouais. une journée, tu vois, on a vu ce qui s'est passé au Pakistan, par exemple, hein, une journée, puis 0, puis 3, puis 0, puis enfin, là, ça va monter comme ça, progressivement, pour arriver à 20 jours, c'est colossal. 20 jours, c'est colossal. Et donc, qui est-ce qui va passer à la casserole d'abord? C'est ceux qui régulent moins bien leur température, donc les jeunes enfants, les personnes plus vieilles. Donc, ça va créer des mouvements migratoires massifs, évidemment. Les gens vont pas cesser de mourir, Ouais. c'est normal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir sur des lieux, comment dire, des lieux qui sont, en résumé, qui sont essentiellement l'Amérique du Nord et l'Europe, il va y avoir des focus, des flux migratoires qui vont être énormes. Et donc, c'est pas bien, c'est pas mal. Ça va se passer comme ça, à mon avis. Et euh, je pense que les États, on va parler de l'Europe, qui seront de toute façon assez vite tous dirigés par des populistes. Hein. Je pense que la présidence Macron est la dernière présidence douce en France, si le mot doux est adapté, et que on va avoir, on a vu en Italie ce qui s'est passé, on va avoir des populistes qui vont prendre la main. Donc, quand un système est sous pression, hein, on va parler en systémie tout simplement, on sait tous que le système éducatif, le système de santé, le système policier, le système des pompiers, tous ces systèmes-là sont sous pression maximum aujourd'hui en Europe. Eh bien, quand un système est déjà sous pression et que tu rajoutes une pression importante Ouais. qui vient de l'extérieur, la moindre étincelle et le système s'enflamme. Donc, si je veux essayer de leur résumer ce que je viens de dire, euh, euh, on peut imaginer que dans les 15, 18 ans, 20 ans, on ne sait rien, qui viennent, on a tous les ferments de quelque chose qui pourrait s'appeler une guerre civile, probablement en Europe, probablement. Voilà. Alors, ça, c'est le troisième point d'appui qui n'est pas très, très, C'est très. glorieux, ouais, mais en même temps, il faut être lucide aussi. Ouais. Alors, pour autant, je reste très optimiste. Pourquoi? C'est mon quatrième point d'appui. Puis après, je dirai ce que j'ai fait par rapport à tout ça. Mmh. Pourquoi je reste très optimiste? Parce que, je dirais,
C'est une histoire qui est racontée par un Belge qui s'appelle Guibert Delmarmol, qui raconte son échange avec un maître soufi au lendemain des attentats, au lendemain, pardon, du tsunami de 2004 en Indonésie et qui avait fait 240 000 morts. Et il l'interroge en disant, mais c'est quoi le sens de tout ça? Et le maître soufi de lui répondre, euh, nous venons de perdre, un nouveau monde va bientôt naître, nous venons de perdre les eaux et les premières contractions vont bientôt apparaître. On est en 2004, d'accord? Eh bien moi je pense que ça résume toute l'histoire. Aucune femme, d'après ce que je peux en imaginer, euh, enfin, les femmes ne vont pas ne pas enfanter parce qu'elles ont peur des contractions. Elles peuvent avoir peur des contractions, mais la, la puissance de la maternité qu'il y a derrière Ouais. Mm. gomme tout ça. Eh bien, moi, je pense que c'est ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que je pense qu'on va vivre, on a parlé là tout de suite des contractions. Le fait que la société actuelle se remette en cause, on a parlé des contractions. Et moi, je suis très optimiste de ce qui va advenir derrière. C'est-à-dire le fait de réconcilier l'homme et la nature dans son fonctionnement. C'est ça qui m'intéresse, parce que même si on va se faire secouer dur, même si on sera attaqué, à mon avis, à rester dans l'ancien système et ce qui ne marchera pas, eh bien, ce qui va advenir va être plus spirituel, va être plus connecté à la terre, va être plus respectueux. On va réinventer quelque chose qui va s'affranchir d'une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, d'une partie de nos croyances. Je vais donner un exemple très simple. Une des croyances qui sous-tend le monde occidental actuellement, c'est que demain sera meilleur qu'hier. Ce qui fait que quand tu vas voir ton banquier en lui disant prêtez-moi ça pour acheter ma voiture, ou ça pour acheter ma maison, ou ça pour créer mon entreprise, eh bien, il te donne parce qu'il sait que demain, tu vas lui rendre plus que ce qu'il t'a donné. Il croit donc que demain, la croyance Ouais, sous-tendue, c'est que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Eh bien, si c'est peut-être vrai sur la croyance, ce n'est plus du tout le cas sur le plan écologique. Plus jamais. Sur la biodiversité, ou en tout cas pas avant des centaines d'années ou des milliers d'années. Sur le plan de la biodiversité, de l'acidification des océans, des chocs climatiques, etc. Ça, c'est fini. Donc, quelque part, tu vois, on a un creuset qui a une réalité. Et on vit dans ce creuset avec une croyance qui est différente de cette réalité. Ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Donc, moi, je suis convaincu qu'il va falloir qu'on se dépouille d'un certain nombre de schémas de croyances, qu'on réinvente de nouveaux paradigmes, et c'est autour de ces paradigmes qu'il va falloir recréer quelque chose. Et moi, je pense que nous sommes très chanceux, comme une naissance. Ça, les contractions vont être dures et ça ne va pas être simple. De vivre cette période d'évolution, c'est Mais extraordinaire. de vivre ça, je pense Mm. qu'on a une chance incroyable. Et donc, c'est le troisième point, c'est Vas-y, qu'aujourd'hui, termine. J'ai quelque chose à te dire après. vas-y, j'expliquerai. En fait, ce qui me vient en t'écoutant, ce que je trouve génial dans ton parcours, c'est que, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous est un reflet de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et en fait, tout le travail que tu as fait en entreprise, c'est un travail écologique pour que l'entreprise retrouve son écologie en passant par l'humain qui doit retrouver son propre écosystème, le comprendre et finalement fonctionner lui-même de manière écologique pour pouvoir révéler ses talents et que ce soit serviable pour l'entreprise. Dans l'entreprise, tu fais la même chose. Et en fait, là, tu es en train de l'étendre à un niveau encore plus grand. Donc, bravo. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, non, mais c'est inspirant, en fait. C'est hyper inspirant. C'est parce que le changement commence à l'intérieur de chaque être humain. Et en fait, tu as pris les choses à la racine et en fait, je trouve ça vraiment inspirant. Et puis là, ce que tu vas nous révéler encore est super intéressant. Donc, merci pour ce partage. Alors, donc, fort de ce constat, hein, qui ne s'est pas fait en un jour, alors déjà, peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est que l'éco-anxiété. Hein, vous savez, à partir du moment où on se confronte à ce sujet-là, on peut passer quelques journées à verser des larmes, toutes les larmes de son corps, parce que on va assister à la fin de quelque chose. Et la courbe de deuil qui est associée va être assez violente. Hein. Donc oui, j'ai fait mon deuil. Et il y a 5-6 ans, j'ai fait mon deuil. Et ça a été un abattement fort, quoi, de se dire, mais je me suis battu toute ma vie pour avoir quelques petites choses. Et là, au moment où je vais peut-être pouvoir essayer de commencer à en profiter après avoir bossé 20 ans comme un débile, ben, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir. Donc ça, c'est un schéma un peu simplet comme raisonnement, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est un Et tsunami intérieur, là. Je pense que cette période de ta vie, ça a dû être dense, en fait.
ça a été assez dur à accepter, en fait. Et qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir? Comment tu l'as traité ce truc-là? Parce que je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont dans une phase un peu comme ça. Oui, mais en fait, j'ai géré un cycle de deuil, hein. Vous savez, le cycle de deuil, il passe toujours Mmh. par les mêmes phases, hein. Donc c'est, le déni, la colère, la négociation, l'abattement et l'acceptation. Et donc je suis passé par toute cette phase-là. Et donc après, j'ai tenté de mon mieux de me réaligner et finalement, ça a ouvert toute cette découverte, cette remise en question, a ouvert une troisième porte dans ma vie en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais de tout ça?» Donc je me suis réaligné, ou j'ai tenté de me réaligner en tout cas. Et aujourd'hui, eh bien, et c'est pas bien, c'est que ce soit bien, que ce soit mal, peu importe, c'est ce que j'ai décidé. C'est que d'un côté, j'ai décidé d'embrasser la vie à pleine brassée. C'est-à-dire que, bah, ce qu'il y a là quand même, il y a des choses bien et je fais de mon mieux pour, en profiter, avec mes enfants et cetera, parce que je pense que tout ça, ça va s'arrêter bientôt. Donc j'essaye d'embrasser la vie le plus possible. La deuxième chose, eh bien, c'est que, j'ai, j'ai acheté un site qui fait une douzaine d'hectares, proche de la mer, pas loin de Nantes, sur lequel, avec une équipe, on tente d'expérimenter des principes d'économie régénérative. Alors, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, ça s'appuie sur 4 principes, hein. Alors, dans notre lecture, il peut y en avoir d'autres, mais le premier, c'est produire où on consomme. Son alimentation, son énergie. À partir du moment où je produis, où on consomme, où je consomme, eh bien, on va absolument effondrer les impacts écologiques. Je vais donner un exemple simple. On a des vignes, quelques vignes, pas beaucoup de vignes, mais on a un hectare de vignes. On l'élève sans intrants chimiques, on le vendange à la main. On fait venir un camion pressoir, on va presser sur le site, on va vinifier sur le site, on va embouteiller sur le site et consommer uniquement sur le site, dans le restaurant et la boutique. On est sur une boucle carbone ultra courte. Alors que si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais j'avais cru comprendre qu'une denrée alimentaire en moyenne en France, elle faisait 700 km entre son lieu de production et son lieu de consommation. Ça a peut-être un sens sur le plan économique, ça n'a aucun sens sur le plan écologique, hein. Et Jean Covici le dit très bien, il faut que la donnée économique, eh bien, soit la résultante des données physiques et pas le contraire. Et aujourd'hui, c'est le contraire qu'on fait à chaque fois. Donc, voilà, on essaye de produire, on consomme, on travaille le volet énergétique du site là, en ce moment pour essayer, voilà, premier point, produire, on consomme. Le deuxième, c'est l'économie circulaire, qui est un peu bateau, mais qu'on connaît tous, pas de déchets, ou le déchet doit être une matière première d'une manière ou d'une autre. Bon, et ça, c'est un boulot colossal, eu égard à la façon dont on est organisé sur le plan sociétal. Le troisième, c'est l'économie de la fonctionnalité, aller sur des logiques de partage, de location, de commun, et échapper parfois à la logique de possession. Et puis, le dernier point, c'est collaboratif. C'est utiliser la puissance de l'intelligence collective de l'équipe. Et je peux raconter un point, hein, c'est que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on a tenté d'ouvrir la dimension collaborative à l'écosystème de cet écodomaine. C'est-à-dire qu'on a 80 invités qui sont des gens, un peu des leaders d'opinion de cette région, qu'on a invités en disant, eh bien, on voudrait écrire avec vous 3 nouvelles pages de l'histoire de cet écodomaine. La première page, c'est la microferme. On voudrait créer un lieu sur lequel les grands et petits vont pouvoir rentrer en interaction avec les animaux, mais pas derrière la barrière, avec eux. Mmh. Quels animaux? Quelles interactions? Quels supports? Et ce sont tous les gens qui, pendant une soirée, se sont mis à bosser là-dessus. C'était magique. Ah ouais, cerveau collectif, c'est puissant en plus. Avec des gens qui nous connaissent et des gens qui ne nous connaissent pas. Donc ça, Ouais, on ouais. était dans la boîte avant. Mais maintenant, on s'est mis à l'ouvrir à l'écosystème. Le deuxième sujet, c'était notre école, entre guillemets. On a une petite école de formation avec des ateliers qui durent 1 heure et demie, des formations de 2 jours, et puis des formations à la permaculture, par exemple les équipés qui font 15 jours. Enfin, la permaculture, le site fonctionne avec des principes de Mmh. permaculture. Et donc, pareil, quels sont les ateliers dont vous souhaiteriez que nous offrions sur le site, comment vous aimeriez interagir, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, la demande des gens, c'est la co-construction. Ils veulent être avec, ils veulent faire avec nous. C'est un truc de dingue. Et puis le troisième, on les a fait bosser sur les restaurants, et notamment les nouvelles tendances. On sait qu'un des défis majeurs, ça va être le changement d'alimentation, hein. Et ce qui est absolument dingue, c'est que quand on regarde les courbes d'âge
Les gens qui ont plus de 60 ans, pas de changement dans l'alimentation. Les gens de 50 ans, il y en a peut-être 5-10% qui commencent à changer leur manière de consommer. Et on se rend compte que plus on tombe sur les jeunes, et plus on va être vers des comportements qui vont être flexitariens, végétariens, véganes parfois, mais avec une adaptation complète, une refonte complète de l'alimentation. Et donc, on aura proposé de réfléchir à comment on pouvait intégrer ça dans nos restaurants. C'était un moment absolument magique de voir des gens entre 18 ans et 85 ans qui se sont prêtés au jeu de l'intelligence collective. Un moment absolument magique. Et de toute façon, alors je pense que c'est la première fois que ça se fait en France avec des gens qui ne sont parfois pas clients du site, Ouais. hein. C'est vraiment une première en France, je crois. Et de toute façon, donc ça va s'ouvrir. On va ouvrir un spa. On est en train de construire un hôtel sur le site. Va ouvrir un spa. Et je pense que pour toute la définition de ce qu'on va y faire, ça va se faire aussi en collaboratif. Donc voilà la dernière dimension, hein, si je veux les résumer. Hein, donc c'est local, produire, on consomme, circulaire, fonctionnel et collaboratif, mais collaboratif au sens large du terme. Et du coup, c'est quoi ta vision par rapport à cet écodomaine? En fait, c'est un domaine, je trouve pas le mot, mais l'idée, c'est un peu un prototype, en fait. On a deux intentions, hein. C'est un lieu d'expérimentation et de partage. Un lieu d'expérimentation des principes de l'économie régénérative et de partage de nos apprentissages, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les bons et les plus durs. Ouais. Voilà, j'espère qu'un jour, on arrivera à avoir. Donc aujourd'hui, on produit nos légumes dans le jardin, on produit notre vin, les œufs viennent de la basse-cour qui est derrière. J'espère qu'un jour, on aura la possibilité d'avoir. J'adorerais avoir un pêcheur qui est capable d'avoir un raisonnement écologique, c'est-à-dire de pêcher au casier et à la ligne, et non plus au chalut, par exemple, avec un. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait en chalut n'est pas bien, mais ça veut dire que vraiment, d'essayer de faire des prélèvements très ciblés, et voilà. J'adorerais qu'on réussisse à faire ces choses-là. Et voilà, donc c'est peut-être un appel que je profite de lancer sur ta chaîne Astrid. OK, donc je pense que les personnes autour de nous l'entendent. C'est, peut-être que, tu as quelqu'un qui attend cette proposition et qui va l'entendre, tu vois? C'est des passionnés. Écoute, merci pour ce partage qui est vraiment riche, en fait, et qui fait vraiment réfléchir aussi. Tu sais, après, on est tous en train de vivre ça, mais tu mets des mots qui sont, vachement posés, hyper réfléchis et surtout des actions concrètes, en fait, pour essayer d'améliorer les choses, enfin, ou de les faire avancer, de les faire, dans une direction, nouvelle. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent? Je sais pas, un conseil ou un truc pour les aider, elles aussi, bah, à prendre leur place et leur part de ce nouveau paradigme, en fait, de cette entrée dans le nouveau paradigme où on a tous un rôle à jouer, en fait. Euh, je dirais, la première chose, c'est arrêter, enfin, je vous encourage à vous intéresser en profondeur à ces sujets. Euh, Pas que le volet médiatique qui est un volet de surface et qui est pas très intéressant, mais d'aller chercher vraiment des gens qui sont des sachants sur le sujet. Et j'en ai cité quelques-uns dans l'échange. Mmh. La deuxième chose, je vous encourage à, et je le dis parce que je ne sais pas le faire, je vous encourage à travailler les dimensions manuelles de tout ce que vous faites. Hein, d'équilibrer l'esprit, mais le corps et l'esprit. C'est-à-dire, si demain vous êtes forgeron, menuisier, ou vous savez travailler le cuir, vous allez voir que ça va être des trucs qui vont être très pratiques demain. Donc, je vous encourage vraiment si vous avez des passions manuelles, je vous encourage vraiment à aller au bout de tout ça. Et puis, la troisième, il y a plein de lieux sur lesquels on peut faire des choses pour tenter de réinventer la façon de faire société. Et je vous encourage à vous, à vous engager localement ou à créer localement avec votre voisin et avec le voisin de votre voisin, de tenter de réinventer des choses. Voilà. Sachant que la perspective dans ma lecture, c'est la résilience locale, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en aller-retour une journée à vélo. Donc vous voyez que ça veut dire que notre monde, qui est devenu très globalisé, va revenir sur des dimensions beaucoup plus courtes. Hein. Vous savez que 90% de la mobilité est liée aux énergies fossiles. Vous savez qu'on a atteint nos pics de consommation d'énergie fossile. Donc demain, puisqu'il n'y aura
plus ou pas d'énergie fossile, la mobilité va s'en trouver d'autant réduite. Donc, on va se redéplacer au vélo, on va se redéplacer à cheval, on va se redéplacer à pied. Et donc, il est plus que temps de réapprendre à faire société avec ses voisins. Merci pour ce mot de la fin. Chez nous, c'est les ânes. Mais c'est vraiment enfin, ouais, moi j'aime bien, c'est sympa. Je redécouvre, cet espace, de campagne. Merci Alexandre pour, ces partages riches et je pense que les personnes qui nous écoutent, tu vas susciter beaucoup d'interrogations et de réflexions et bah, écoute, je mettrai, toutes les informations sur, ton domaine s'ils ont envie, tu vois, d'aller voir ce que tu fais, d'aller, S'ils veulent se participer former, aussi. s'ils veulent se former, Ouais, ça se peut. former. Je vais mettre toutes les informations en dessous, comme ça Puis vous s'il y a pourrez des dirigeants qui sont intéressés par les pratiques collaboratives, 3 fois par an, de manière gracieuse, nous ouvrons les portes de l'entreprise à des dirigeants qui veulent s'engager dans les chemins, hein, on ne fait pas de tourisme, hein, mais des gens qui veulent s'engager dans ces chemins. Et à ce moment-là, si vous êtes intéressé, contactez-moi et on en discutera à ce moment-là. génial, je mets tout là-dessous. Merci Alexandre Avec plaisir. À et bientôt. à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Bye bye.